Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver sur ce plateau, pas du backpack, du backpacker, mais justement du choc des titans. Donc moi je suis Thibaut Desremeaux, je suis le cofondateur et CEO de WeVoo qui justement host cet event. Aujourd'hui pourquoi je suis là, c'est parce que j'interviewe des personnes qui ont monté leur entreprise, on en parlera juste après, et dans mon rôle justement d'animateur du backpack où je reçois des personnalités de la tech, du monde de l'entrepreneuriat, etc. Donc je suis content de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet, je crois, qui est plus que d'actualité. Le sujet, ça va être la start-up d'aujourd'hui doit être contributive ou ne pas être. Et je voudrais revenir avant de vous laisser la parole sur 2-3 chiffres qu'on a trouvés avant de préparer l'émission. Une étude réalisée par l'ADEME et LinkedIn montre notamment que l'environnement est la première préoccupation des salariés de moins de 35 ans. On a 78% des salariés qui choisiraient à offre équivalente de rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. En parallèle, une étude d'Opinionway qui montre que 92% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent. Bref, on va passer les 38 prochaines minutes ensemble à tenter de répondre à la question suivante. La start-up d'aujourd'hui est-elle une entreprise qui se doit d'être contributive ? Pour débattre de ce sujet, je suis hyper honoré de recevoir 3 entrepreneurs qui viennent de sociétés aussi nécessaires qu'inspirantes. Maëva Courtois, Julien Morganti, Florian Brand. Madame, messieurs, bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Et puis Maëva, je te laisse l'honneur de pouvoir nous dire qui tu es. Ça marche. Merci pour l'invitation. Vaste sujet à répondre en 30 minutes, donc on va essayer d'être concis. Donc moi, je suis Maëva Courtois, je suis la cofondatrice d'Helios. Helios qui est une alternative aux banques traditionnelles et qui vise à financer la transition écologique parce que on se pose rarement la question, mais quand on dépose de l'argent en banque, donc que ce soit sur son compte courant, sur son livret d'épargne, sur son assurance vie, la banque va utiliser cet argent. Aujourd'hui, les banques traditionnelles utilisent cet argent en grande partie pour financer des actifs qui nuisent au climat et à la biodiversité, donc les énergies fossiles par exemple. Et en fait, c'est quelque chose qui est plus possible pour pouvoir développer le monde de demain. Il faut qu'on finance les projets d'avenir qui accélèrent la transition écologique. C'est ce qu'on fait avec Helios. On propose différents comptes, des comptes courants, des comptes joints, des comptes jeunes, des livrets d'épargne, bientôt de l'assurance vie. Et l'objectif, c'est de permettre à tous les Français qui le souhaitent de pouvoir, avec leur argent, déjà reprendre le pouvoir de ce qui va être financé et de pouvoir construire la société qu'on souhaite voir se développer dans les prochaines années en finançant des projets écologiques. Ok, et bravo pour ce projet. Je pense que voilà, ce matin en venant, je lisais la presse et justement, je disais qu'hier, ça avait été la journée la plus chaude que la Terre n'avait jamais enregistrée. Je crois un peu plus de 17 degrés vs les 13 moyennée. Donc je pense qu'effectivement, heureusement qu'il y a des projets comme cela. Ok, Julien ? Oui, très bien. Merci déjà pour l'invitation aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir échanger avec plaisir. Cette table ronde. Donc moi, je suis CEO de Willow. C'est une start-up qu'on a lancée en début d'année et on est supporté notamment par Greenly. Et ce qu'on fait chez nous, c'est fournir en fait les outils aux consommateurs pour comprendre leur empreinte environnementale et les aider à la réduire. Et pour ça, en fait, on travaille avec des banques, avec des acteurs de la grande distribution et des marques pour aller mesurer l'empreinte environnementale de leurs propres clients ou des produits et donc informer, essayer d'aider le consommateur à prendre des choix, on va dire, éclairés sur l'empreinte de leurs différents achats. Ok, top. Tu nous en parleras peut-être après parce que j'ai une question qui vient de pourquoi vous avez lancé ces projets, mais tu étais anciennement General Manager de Greenly, qui est une société dont on entend de plus en plus parler et qui recrute énormément, il me semble. Tout à fait. Ok, top. Le meilleur pour la fin ? Je sais pas. Bonjour à tous et merci également pour l'invitation. Donc moi je suis cofondateur et CPO de Give, donc une application de don d'objets entre particuliers. Donc en fait on a lancé l'application avec un constat, c'est que on a très peu d'options, il n'est pas toujours simple de donner une seconde vie aux objets que l'on n'utilise plus. Et donc voilà, l'objectif c'était au travers d'une plateforme numérique de vraiment mettre en relation des gens qui donnaient des objets avec d'autres personnes qui seraient prêtes à les récupérer. Avec ce constat-là que, en fait, aujourd'hui, il y a 10 millions de tonnes d'objets aujourd'hui qui partent à la poubelle et qui ne sont pas réemployés. Donc, il y avait vraiment ce constat-là et l'objectif de pouvoir donner une seconde vie à tous ces objets-là.
On a lancé l'application en 2016. Aujourd'hui, on a plus de 4,5 millions d'utilisateurs. On a permis le don de 22 millions d'objets. Wow. En termes d'impact, donc c'est 170 000 tonnes de CO2 économisées. Donc Julien, on pourra en parler grâce à... Pour donner à nos auditeurs qui sont moins à l'aise avec les chiffres, ça représente quoi à peu près 170 000 tonnes si on pouvait le traduire avec quelque chose qui nous parle, je sais pas, en termes de nombre de vols d'avion, bref, non mais à peu près quoi. Ça c'est une question pour toi. Attends, 170 000 tonnes, c'est 170 000 Paris-New York. Ok, j'anticipe un tout petit peu peut-être sur un point de discussion, mais effectivement on a travaillé sur une belle fonctionnalité qui est présente dans l'application et qui permet justement de donner une idée de l'impact que peuvent avoir les dons des utilisateurs et de le traduire en choses très concrètes. Donc on a notamment travaillé avec Julien sur le sujet. Ouais, on en parlera juste après. Exactement. Et sur une autre thématique, en fait, on a aussi permis de faire gagner 200 millions d'euros de pouvoir d'achat, c'est aussi l'autre composante du don, à nos utilisateurs. Ok. Tu me tends une perche parfaite parce que là on a parlé en parlant de ton projet, mais je pense que ça réunit un peu tous les projets d'impact. Donc là on est plutôt sur de l'impact positif. Quand j'ai préparé l'émission avec Nicolas Oisel, je me suis dit c'est quoi la définition pour les gens de contributif? Et en fait on se rend compte qu'il y a un pan écologique, sociétal, environnemental, éthique, etc. De votre point de vue, à vous, et puis j'irai peut-être de manière un petit peu plus large, qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans ces missions, dans ces entreprises? Est-ce que c'est avant tout l'envie d'entreprendre, mais d'entreprendre différemment? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus profond qui était avant tout, avant de parler de business, parce que souvent quand on parle d'entreprise, on parle souvent de business et est-ce qu'il y avait autre chose? Voilà, c'est un vaste sujet qui peut, ouvrir un peu cette table. Moi, à titre personnel, je me suis vraiment lancé sur une envie d'entrepreneuriat. Et je dirais pas que j'avais une vocation, ou en tout cas que c'était théorisé chez moi. Je trouvais juste le sujet hyper cool et hyper important. Et presque c'était une affaire de bon sens. Le fait qu'il fallait pas jeter, qu'il fallait donner une seconde vie aux objets. Donc, et ensuite, je pense que j'ai beaucoup plus théorisé la chose. Et au fur et à mesure que j'ai gagné en expérience et en connaissance sur le sujet, je pense que j'ai un peu théorisé la démarche, mais vraiment c'est une envie forte d'entreprendre au départ. Et sur la question de vraiment l'entreprise contributive, je pense qu'il y a des challenges et des défis qui se posent aujourd'hui. Je reviens pas dessus, les enjeux climatiques et autres. Et je pense vraiment que c'est des entreprises qui permettent d'une manière ou d'une autre de résoudre ces défis, ou en tout cas une partie de la problématique. Et qui permettent de faire avancer, ces enjeux-là, quoi. Ok. De votre côté, c'était plutôt pour une cause ou c'était plutôt l'envie de monter une boîte avant tout? Je sais pas, de mon côté, j'ai toujours voulu monter une entreprise. Et j'ai eu envie d'avoir un parcours où j'ai pu apprendre au travers de différentes expériences. Et puis il y a quelques années, j'ai suivi les cours de Jean Covici, je pense comme beaucoup de personnes, beaucoup d'ingénieurs en France, qui a eu, je pense, un gros impact sur l'imaginaire collectif des gens engagés. Et en fait, je me suis rendu compte que globalement, on avait un problème. Et quand j'ai eu l'opportunité de changer d'aventure, où j'ai rejoint Greenly l'année passée, en travaillant avec mon cofondateur Lucas, on a eu l'opportunité de tester plein de choses en interne, d'itérer, donc en quelque sorte faire un peu d'entrepreneuriat. Et puis sur la thématique, tout en continuant à apprendre en fait différents points sur le secteur, les différentes problématiques, comment est-ce que nous-mêmes on pouvait apporter une pierre à l'édifice. Et du coup, on a pu début d'année se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc de mon point de vue, vraiment concilier cet aspect, je veux entreprendre, mais en même temps, aujourd'hui, ça me semble impossible d'entreprendre sans essayer d'avoir un impact positif et puis résoudre le problème qui me semble le plus gros aujourd'hui, qui est le réchauffement climatique. Ouais, ok. Parce que dans ce côté contributif, là, on entend quand même beaucoup la planète, l'écologie. Toi, de ton côté, Maëva, alors le sujet banque n'apparaît pas comme le sujet le plus évident, parce que tout le monde n'est peut-être pas éduqué et sensible au fait que, comme tu le dis, les banques investissent voilà. Comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi ton histoire? Alors moi, le switch sur Helios, c'est une prise de conscience de la crise climatique. C'est-à-dire que je travaillais
J'ai fait une carrière en banque d'investissement, donc rien à voir en tout cas dans la partie gentille de la banque durable, on va dire. J'étais en banque d'investissement, en finance de marché, ensuite en fonds d'investissement. Et sur ma dernière expérience, on m'a proposé de monter le pôle de finance durable, donc faire en sorte d'intégrer des critères environnementaux et sociaux dans nos décisions d'investissement. Au moment où j'ai commencé cette activité, déjà j'ai pris conscience que la crise climatique, elle était bien plus pressante que ce que j'avais en tête. J'avais évidemment en tête que oui, il y a un réchauffement climatique qui se joue, qu'il faut diminuer nos émissions carbone, mais je me rendais pas compte que c'était si pressant et que les conséquences seraient si impressionnantes. Je suis ingé d'études, donc quand j'ai vu le rapport du GIEC et surtout les courbes d'augmentation des températures, en fait, dans mon imaginaire, je pensais qu'il y avait une zone d'incertitude assez énorme. Et en fait, la réalité, c'est que la zone d'incertitude est très faible. Et quand tu te rends compte qu'en 2050, une partie de la planète n'est plus vivable, que il va y avoir des déplacements de population en masse, c'est assez flippant. Donc à ce moment-là, j'ai eu un peu un double conscience, c'est-à-dire moi dans mon travail en train de me dire j'ai l'impression que je fais les choses bien, je travaille en finance, j'essaie de financer des activités qui ont un impact environnemental, et de l'autre côté je voyais que la banque un peu traditionnelle avance à pas de tout petit pas quoi. C'est très lent. En 2030, on ne sera toujours pas sorti des énergies fossiles. En 2030, en fait, la banque durable, si on met pas un gros coup dans la fourmilière, n'aura pas l'impact qu'on attend d'elle. Et je me suis dit, c'est quelque chose, ce que tu disais au départ, qui est un peu tu t'y penses pas. Quand tu penses à l'écologie, tu te dis pas, tiens, je vais changer de banque. Enfin, c'est pas la première chose qui te vient en tête. Et pourtant, quand on pense à des projets qui vont se développer, des nouvelles entreprises, évidemment que tu as besoin d'argent pour te développer. Et donc, quand tu as besoin d'argent, tu vas voir ta banque. Et finalement, la banque, c'est vraiment le point de départ. Est-ce que je vais financer une entreprise A ou une entreprise B? Et du coup, je suis garant en tant que banque de à quoi va ressembler l'économie de demain, puisque je fais un prêt plutôt à A plutôt qu'à B. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais il y a 0,1% de la population qui décide de notre sort futur parce que nous, consommateurs, épargnants, on confie notre argent à des banques et on se pose jamais la question de ce qui en est fait, et surtout on n'a pas le pouvoir en fait de choisir ce qui va en être fait. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans Helios, c'est redonner le pouvoir sur son argent et puis surtout taper au début de la chaîne, on va dire, pour permettre de voir plein de belles initiatives se développer en 2030, 2050. Okay. Donc là, effectivement, c'est hyper bien expliqué. Je tire un peu le trait. Aujourd'hui, donc tu dis, on est j'allais dire, il y a 0,1% des gens qui pilotent un petit peu peut-être la manière dont on pourra s'en sortir de cette crise un peu climatique qui s'annonce. Aujourd'hui, si tous les gens qui nous écoutent, la population mondiale, tout le monde passe chez Helios, c'est-à-dire qu'on aura des moyens beaucoup plus forts pour contrer cette transition écologique. Clairement, aujourd'hui, l'épargne financière des Français, c'est 5 000 milliards d'euros. Donc c'est énorme. J'ai plus exactement le chiffre en tête demandé par le gouvernement pour financer la transition écologique. Donc ça, c'est via les impôts. Là, je parle uniquement du privé, en fait, de la banque, au lieu de financer des entreprises qui vont, c'est pas la majorité non plus, les entreprises fossiles, c'est un pourcentage très important. Ensuite, les banques financent des PME et ont un impact positif aussi à ce niveau-là. Mais si on arrive à vraiment transformer ce fléchage, se dire, au lieu d'aller financer le nouveau puits de pétrole qui va en fait nous fournir du pétrole pendant encore 30 ans, et donc après on entend à la radio, mais on va pas pouvoir se passer du pétrole puisque on en a encore. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, puisque tant qu'il y en a, on a envie de l'utiliser, et tant que y a des lobbies pour faire en sorte qu'on l'utilise, on ne change pas de façon assez rapide nos façons de consommer. Donc l'objectif, oui, c'est déjà la transition, elle va être longue, ça va pas se faire en un an. Ce qui est beau à voir, c'est qu'en fait, ça fait quand même plusieurs années. Il y a eu vraiment un switch, je pense, en 2020, même avec le Covid, une accélération des boîtes à impact qui se sont lancées. Et maintenant, il faut leur donner les moyens de se développer et d'aller concurrencer
financer des boîtes plus anciennes pour que les modèles historiques de n'importe quel secteur puissent réellement se transformer. Parce qu'aujourd'hui, ils souhaitent se transformer, mais c'est tellement lent qu'il faut apporter un peu de concurrence, en fait. Et côté consommateur, moi, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup. C'est vous, consommateurs, vous pouvez faire quelque chose, diminuer votre empreinte carbone. Et en fait, quand tu prends ce que tu peux faire, tu dis waouh, mais je ne sais pas exactement par où commencer. C'est difficile de changer sa consommation. Et en fait, pour changer sa consommation, il te faut des alternatives qui soient haut niveau, à un prix compétitif et qui soit proche de chez toi si c'est de la consommation de tous les jours. Et donc, du coup, il faut des moyens pour développer tout ça, quoi. Ok. Si on se repositionne sur le thème qui était justement la start-up doit-elle être contributive, vous êtes tous entrepreneurs autour de la table, vous aviez tous une cause, peut-être qu'il y a ce côté justement le sentiment de vouloir agir de manière individuelle parce qu'on se sent parfois un peu lâché par les politiques des États, etc. Et qu'on peut pas, là c'est un moyen concret de faire avancer les choses. Une entreprise, c'est avant tout, j'allais dire, quand même un business, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équation économique. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue business, le fait d'être une entreprise, j'allais dire, contributive à tout point de vue, hein, pour la planète, pour le social, etc., c'est avoir un temps d'avance, c'est recruter plus facilement, c'est lever des fonds de manière plus facile. Tu pourras nous en parler si tu souhaites, parce que vous avez fait un petit peu l'actu LinkedIn ces derniers jours. Bref, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de pouvoir avoir une mission forte avec son entreprise, si on se pense d'un point de vue un peu business? Oui, alors de mon point de vue, en fait, il y a un fort intérêt d'un point de vue business d'être positionné là-dessus. Purement business, on a des marchés en fait qui se créent. C'est-à-dire le consommateur, le grand public, même les entreprises, en fait, elles sont de plus en plus demandeuses de solutions qui leur permettent elles-mêmes de s'engager sur cette voie-là, et de se positionner comme telles. En tant que start-up, notre métier aussi, c'est un peu de tester, d'itérer, d'innover. Et on a des structures, je pense, les plus à même de pouvoir le faire de manière efficace. Et donc, finalement, on est sur le bon sujet sur lequel se positionner. Et il y a aussi un autre point qui est la compétitivité. Elle se base aussi sur les gens, les talents qui intègrent les entreprises. Je disais tout à l'heure que la plupart dans la jeune génération ont envie de s'engager. Et donc, en fait, ça nous permet d'accéder aussi à des personnes très qualifiées qui sont très motivés, qui ont envie de régler les mêmes problèmes que ceux que nous, on veut adresser. Tu as des gens engagés, quoi. Voilà. Des gens qui sont engagés dans ta mission. Exactement. Okay. Et donc forcément, ça fait que, in fine, on est plus attractif et beaucoup plus efficace sur notre manière de faire du business. Et une petite question, alors vous pouvez tous y répondre, par rapport à ça, par rapport, je veux dire, un peu au recrutement, où les gens vont peut-être faire... Est-ce que les gens vont moins faire attention, j'allais dire, au salaire, etc., et que le côté un peu... la mission globale va prendre le pas sur le côté rémunération, qui est quand même quelque chose qui est important? C'est très clairement un critère aujourd'hui, parmi d'autres, hein, bien sûr, et le salaire va forcément en être un, et on ne va pas sous-payer les gens pour autant, bien sûr, mais effectivement, c'est un critère hyper important, on le voit chez les candidats. Alors, soit sur des générations, on va dire, de trentenaires, quarantenaires, qui ont peut-être bossé dans des secteurs plus traditionnels, et qui justement veulent évoluer vers des choses qui ont un peu plus de sens et un peu plus d'impact. Et donc c'est des opportunités de recrutement pour nous. Et sur les jeunes générations, c'est un critère dès le départ en fait, en termes de choix de carrière, ça on le voit aussi. Et donc forcément ça rentre en ligne de compte eux dans leur décision de venir dans telle ou telle boîte. Et effectivement nous on en bénéficie, donc c'est plutôt cool. Ok. On peut se poser aussi la question de se dire que vous avez des gens peut-être plus engagés sur le temps. On voit souvent, là, le mot start-up égale chasse des talents et puis les gens qui, j'allais dire, bougent beaucoup. J'ai un a priori qui est que du coup, j'imagine que les gens restent plus longtemps dans vos sociétés. Un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour le dire. Pour moi, mais... non, c'est un facteur d'engagement, c'est sûr. Alors, nous, par exemple, on est une plateforme grand public, on a beaucoup de retours de nos utilisateurs.
beaucoup de messages de soutien et de sympathie. Donc forcément, c'est quelque chose qui est plutôt motivant, plutôt cool et plutôt engageant. Donc voilà, donc après on n'a pas un recul énorme non plus, mais, mais okay. Oui. Alors vous deux, vous connaissiez parce que vous avez, j'allais dire, travaillé ensemble. Ouais. Est-ce que selon vous, sur des sujets, j'allais dire, qui sont contributifs pour la planète, l'écologie, etc., l'union fait la force, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une nécessité, j'allais dire, de la même manière que tu nous en parleras aussi juste après, tu as une feature qui permet de mettre en avant des partenaires. Comment l'union fait la force sur des entreprises qui sont contributives ? Bien sûr, du coup, effectivement, il faut collaborer, il faut coopérer. Donc, c'est bien d'avoir de l'impact. Ouais. Et nous, ça a été toujours notre intuition et on savait que d'une certaine manière, on avait de l'impact, mais encore faut-il savoir le mesurer. Ce qui n'est pas simple. Donc, en fait, voilà, quand on fait un don, on allonge la durée de vie d'un objet. Donc, in fine, on permet de moins produire, économiser les ressources, etc. Après, nous, on a tourné autour de ce truc-là pendant très longtemps, mais sans avoir jamais aucun moyen de l'appréhender, ou de manière très imparfaite, ou pas très bonne. Et donc, c'est là où on a travaillé donc, avec Greenly, Willow, pour pouvoir calculer d'un point de vue méthodologique et vraiment avec des données précises et une démarche scientifique l'impact concret d'un don sur notre plateforme. Ce qui permettait, au-delà de pouvoir avoir un chiffre à la fin, mais l'important c'était pouvoir le communiquer à la fois à nos utilisateurs avec un objectif de démultiplier l'impact. En fait, si on leur traduit concrètement ce que leur geste, qui peut paraître être insignifiant, peut représenter, ça va les inciter forcément à le faire encore plus et aller plus loin. Et puis auprès de nos partenaires, c'était hyper important. Alors voilà, et c'est là où on a travaillé avec Julien. Je vais le laisser rentrer un peu plus dans le détail sur comment ça s'est passé, mais c'était ultra important cette collaboration. Ouais, pour nous, cette collaboration était super importante parce que ça nous a aussi permis de tester des choses et de commencer à construire la vision de Willow telle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, cette collaboration elle est importante parce qu'on est tous des entreprises, on a une mission commune finalement. Ça va au-delà des aspects purement start-up, création de valeur. On veut créer de l'impact et donc ça, on y arrivera uniquement si on arrive à travailler tous ensemble et à travailler avec des acteurs qui sont eux-mêmes engagés, qui ont envie de creuser les sujets, d'aller en profondeur et qui nous accompagnent finalement aussi en travaillant avec nous à améliorer nos services, notre proposition de valeur et à construire quelque chose qui in fine aura de l'impact. Okay. Demain, il y a une société, je ne vais pas citer, mais qui, extrait du pétrole, par exemple, ils viennent vous voir et ils vous demandent est-ce que c'est le genre de choses où vous allez collaborer avec ce type d'entreprise ? Alors, j'ai du mal à voir pourquoi ils viendraient nous voir, mais nous, on en parlera après du greenwashing, je sais pas. Mais en fait, nous, notre philosophie, c'est quand même de se dire, on veut toucher le plus de gens possible et informer le plus de gens possible. Donc si demain, on travaille avec une entreprise qui est peut-être pas très green, d'accord, mais que par ce biais-là, on permet d'aller informer et on l'aide aussi à changer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi les grandes entreprises, les grands groupes qui sont présents, qui vont être acteurs du changement, et donc il faut les accompagner, pas juste leur jeter la pierre, même s'il faut aussi qu'on leur montre les sujets sur lesquels ils sont mauvais. Si on veut y arriver, il faut qu'on le fasse avec eux. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. L'idée, c'est de voir suivant le contexte et de s'assurer toujours de faire les choses en transparence auprès du consommateur, auprès de leurs clients, auprès de leurs investisseurs, enfin l'ensemble des parties prenantes, et du coup de rester clair sur ce qu'on fait. Okay. Toi, de ton côté, tu nous en parlais tout à l'heure, tu as lancé une nouvelle fonctionnalité. Pareil, sur cette question de démultiplier l'impact en s'associant, j'allais dire, à des bons acteurs. Comment vous vous y prenez ? Alors, déjà, on essaie de le faire à tous les niveaux, en ouvrant notre gamme de produits, effectivement. Là, jusqu'ici, on avait proposé vraiment des produits bancaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est compte de courant, épargne, compte joint et de l'assurance vie à la rentrée.
Et on a décidé, d'ailleurs ça sort là, enfin je crois que on a validé tout à l'heure le lancement, on sort un programme de fidélité qui a pour objectif aussi de s'ouvrir hors système bancaire pur et dur, mais en utilisant le système bancaire. Donc on lance en fait un programme de fidélité qui regroupe en fait le plus gros réseau de marchands, de commerçants éco-responsables et locaux en France. L'objectif c'est de permettre à nos utilisateurs de retrouver en fait la liste de marchands engagés directement dans l'application. Le deuxième, c'est d'être sûr que ces marchands sont effectivement éco-responsables, parce que c'est souvent le premier problème, c'est je ne sais pas comment consommer éco-responsable parce que je ne connais pas d'alternative. Donc là, on les a sélectionnés. Le deuxième, c'est quand on en découvre, on se dit est-ce que c'est vraiment éco-responsable ou est-ce que c'est du greenwashing? Et donc on en parlera peut-être plus tard. Donc ça, c'est validé par la charte éthique d'Helios. Et le troisième point, c'est que parfois et souvent, les marques engagées sont plus chères que des marques qui vont produire à travers le monde à des très bas prix. Et donc dans ce programme de fidélité, on permet d'avoir des remises tout au long de l'année auprès de ces marchands. Donc c'est environ 6% de remise directement en argent dans une cagnotte sur Helios, qui est donc du vrai argent, parce que parfois c'est des bons. Là, c'est pas des bons, c'est vraiment de l'argent. Et notre objectif, c'est effectivement déjà de fédérer un mouvement de commerçants engagés, de les faire connaître et de permettre aux consommateurs français d'être acteurs du changement également dans leur consommation. En fait, mon objectif à terme, c'est vraiment d'arriver à faire une sorte d'économie fermée. C'est-à-dire que je mets mon argent chez Helios, je sais qu'Helios finance la transition écologique et donc des entreprises qui vont s'engager pour la planète. Et moi, en tant que client de banque, en tant que consommateur, je consomme également dans ces enseignes éco-responsables. Et donc, à terme, c'est une façon forte aussi de montrer aux marques plus grosses et qui aujourd'hui ne s'engagent pas suffisamment, ou en tout cas trop lentement, de se dire là on est en train de se désolidariser de vous, on consomme moins chez vous, et ce qu'on veut, c'est que vous vous engagiez plus pour l'environnement et pour le social aussi. Et donc c'est finalement un acte citoyen quand on essaie de le faire en votant. On est parfois un peu frustré. Du coup c'est une autre façon de reprendre un peu la main sur ce qui va être fait et comment développer ce type d'alternative. Ok. Tu as évoqué la notion de greenwashing. Je pense que c'est un sujet du coup qui est assez sensible, auquel, à mon avis, vous êtes confronté de manière quotidienne. Est-ce que c'est un vrai sujet pour vous? C'est-à-dire, j'imagine peut-être toi, sur la manière d'aller choisir, par exemple, les fournisseurs avec qui tu vas faire ce type d'opération. Voilà, comment aujourd'hui on évite, on voit beaucoup d'actions un peu de greenwashing, on entend tout, il y a les réseaux sociaux, etc. Voilà, comment vous y êtes confronté à ce sujet, qui est un sujet qui pour moi est prédominant quand même dans les boîtes qui se disent contributives, celles qui le sont vraiment de celles qui ne le sont pas? Moi, je pense que le premier sujet, c'est déjà de remarquer celles qui font parfois trop de marketing, plus de marketing que de faits mis en avant. Nous, on a toujours eu comme mot de départ, c'est transparence sur tout ce qu'on fait. Donc, transparence sur les projets qui sont financés. Ça sert à rien de dire Helios est engagé et éco-responsable si je ne montre pas ce que j'ai financé. En fait, je reviens à faire exactement ce que font les banques traditionnelles françaises. Donc, dans l'application, sur le site internet, on va retrouver les différents projets qu'on a permis de financer, donc à hauteur de 6 millions d'euros depuis le lancement. Le deuxième sujet, c'est de travailler aussi avec des parties prenantes pour se faire auditer, prendre aussi des bonnes pratiques, parce que même quand on essaie de faire au mieux, parfois il y a des choses qu'on fait moins bien. Donc c'est s'adapter petit à petit. Nous, typiquement, on a fait notre calcul d'empreinte carbone avec Greenly aussi, qui nous a permis de nous comparer en fait à des banques traditionnelles et donner des chiffres clairs qui viennent pas de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 3 à 5 fois moins émissifs en termes de CO2 par euro investi.
Et ça, c'est quelque chose qui est audité, validé par un acteur externe. Et ensuite, de manière générale, il y a aussi typiquement, il y a aussi des labels qui permettent aussi de viabiliser ce qu'on raconte, alors avec toutes les limites des labels, mais on est entreprise à mission chez Helios et ça permet d'être effectivement audité de manière régulière, d'avoir un comité de mission qui nous suit dans la durée avec des experts qui valident aussi nos choix et qui donnent surtout des recommandations pour aller plus loin. Donc en fait, il y a pas mal de choses à mettre en place et donc il faut faire attention quand on voit, je pense, dans la communication quelque chose qui n'est jamais baqué par des faits, par des chiffres et par une réalité. Je trouve que ça ouvre la curiosité sur qu'est-ce qu'il y a derrière quand j'ouvre le capot. Toi, de ton côté, chez Willow, pareil, sur ce sujet-là, j'allais dire, vous, du coup, je pense que votre force, c'est d'être indépendant et de pouvoir proposer un service. Est-ce que vous voyez du greenwashing sur des gens qui vont faire leur propre simulateur? J'ai l'exemple de l'avion qui, t'entend, te dit que tu voles à taux, tu vois, de 0 CO2 parce que, je sais pas, ils ont replanté des arbres. Bref. Ouais, le greenwashing, c'est vraiment un gros sujet. Tu utilisais le terme transparence. En fait, pour éviter le greenwashing, je pense que c'est assez important d'être transparent et donc toujours de backer les différents claims qu'on peut avoir. Donc voilà, expliquer avec une méthode scientifique la plus possible pourquoi est-ce qu'on communique dessus et donc pourquoi est-ce qu'on considère que ce qu'on fait est bien. C'est vraiment un gros sujet de discussion avec nos clients, que ce soit nos clients bancaires qui du coup des fois peuvent être un peu frileux à présenter du type d'informations de l'empreinte carbone de leurs clients parce qu'ils ne se sentent pas forcément les mieux positionnés pour le faire et puis ils sont scrutés. Donc il y a un vrai travail nous de leur fournir les informations qui permettent de backer ce qu'ils présentent, mais aussi de les accompagner sur comment communiquer et pas dire qu'on est une banque green parce qu'on développe certaines features. Et sur la partie scoring produit qu'on fait par ailleurs, pareil, on a des entreprises, elles ont du mal à se positionner, elles ont peur de faire du greenwashing, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne sur l'aspect, voilà comment expliquer comment on est arrivé à ces résultats-là. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que la peur du greenwashing, ça devienne finalement une raison à l'immobilisme. Donc notre enjeu, c'est de pousser un peu les barrières, mais d'accompagner nos clients pour pas qu'ils tombent dans le piège du greenwashing. Parce que en fait il faut aller vite, il y a des gros enjeux et le moindre grain de sable qui empêche la machine de se mettre en œuvre pourra avoir un impact assez fort. Donc voilà, transparence, c'est vraiment l'enjeu majeur de ce qu'on fait auprès de nos clients et je pense qu'il est important pour n'importe quel acteur qui commence à s'engager dessus sans trop en faire. Si ça peut permettre, juste pour notre expérience, nous on travaille aussi avec des boîtes dans le secteur de la distribution. L'idée c'est de leur apporter des logiques un peu plus circulaires sur leurs modèles traditionnels qui sont très linéaires, très old school. Ouais, je parle de la distribution, de l'e-commerce, grande distribution, etc. Donc on a une offre qui leur permet d'être un peu plus circulaire, de un peu plus se préoccuper de la fin de vie des produits. Donc ça se construit aussi sur des logiques réglementaires, la loi AGEC, etc. Donc ces boîtes-là, ils sont un peu contraintes. Je pense qu'en bossant avec nous, ça leur permet d'aller dans le bon sens et de faire des choses qui sont un peu mieux que ce qu'ils faisaient avant. Après, on va pas se leurrer, il y a aussi pour eux, il y a aussi des logiques de communication qui existent. Forcément, s'ils font des choses bien, ils vont aussi vouloir communiquer dessus. Faut un peu concilier les deux. C'est un peu dans la logique d'une entreprise de vouloir mettre en place ce genre de choses. Si on est pragmatique, il faut arriver. Si ça permet in fine de faire des choses bien, si elles veulent communiquer dessus aussi, c'est aussi comme ça. Il faut encourager de toute façon, je pense, chaque petit bout de C'est-à-dire que là récemment, d'ailleurs, il y a eu plein d'exemples sur LinkedIn de greenwashing où les gens voulaient faire les choses bien et en même temps se faisaient bâcher, mais en même temps, ça, c'est extrêmement frustrant parce que les 38 minutes sont déjà passées, il nous reste 1 minute.
Bref, je voudrais vous remercier du coup infiniment pour vos éclairages et pour votre participation du tout à cette table ronde. Moi, ce que je retiens, c'est que si j'ai des objets chez moi, et là je parle à tous à nos auditeurs, pardon. Si voilà, j'ai des choses chez moi, je peux les mettre sur Give et je peux aider justement mon entourage local, etc. Je participe à un geste écologique qui pourrait être mesuré par Willow et à faire en sorte que sociétalement voilà, ce soit bien. Vous, clairement, voilà, vous êtes là pour justement aiguiller les gens sur l'empreinte carbone. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on en parlait d'empreinte positif, c'est ça aussi qui est à retenir. Et puis d'ouvrir un compte chez toi, chez Elio, pour sauver la planète et faire en sorte que les 5 000 milliards d'euros se retrouvent plutôt sur des comptes qui vont financer la transition énergétique. Voilà.